On vous a dit que c'était un accident tragique. Mais de nouvelles preuves explosives racontent une toute autre histoire. Des témoins ont entendu des cris dans la nuit. Les déclarations de son mari ne cessaient de changer. Des ecchymoses ont été découvertes qui ne correspondaient pas à la version officielle. Et, enfoui profondément dans son passé, se cachait un secret sombre d'Hollywood dont elle ne s'est jamais échappée. Pourquoi l'enquête a-t-elle été retardée? Pourquoi des noms puissants sont-ils restés protégés? Et pourquoi, après plus de 40 ans, les gens affirment-ils que la vérité a enfin été révélée et qu'elle est pire que tout ce qu'on aurait pu imaginer? Mais avant de plonger dans ce mystère glaçant, abonnez-vous à Les Célébrités du Monde et activez la cloche pour ne manquer aucune révélation choquante sur les secrets les plus sombres d'Hollywood. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir va complètement bouleverser votre vision de cette icône tragique. Elle était l'incarnation du rêve américain. Natalie Wood brillait sur les tapis rouges, souriait sur les couvertures des magazines et éblouissait le public dans les salles de cinéma du monde entier. Mais derrière cette image parfaite se cachait un univers de douleur, de contrôle et de peur. Sa mort soudaine, à 43 ans, a choqué la planète. Mais ce qui est encore plus choquant, c'est que la vérité sur ce qui s'est passé cette nuit-là a été enterrée pendant plus de 40 ans. Pourquoi Natalie Wood avait-elle une peur panique de l'eau sombre? Pourquoi a-t-elle confié à une amie qu'elle pensait que son mari allait la tuer? Et pourquoi, après des décennies de rumeurs, personne n'a jamais été tenu responsable? La vie de Natalie Wood a commencé dans l'ombre de la pauvreté. Née le 20 juillet 1938 à San Francisco sous le nom de Natalia Nikolaevna Zakharenko, elle était la fille d'immigrants russes, Maria et Nikolai, qui avaient fui leur pays natal à la recherche d'une vie meilleure. Mais les difficultés financières les ont suivis. Sa mère, Maria, était convaincue que la seule façon pour la famille d'échapper à la misère passait par la petite Nathalie. Dès l'âge de 4 ans, Maria poussait sa fille vers le métier d'actrice. D'abord avec de petits rôles, puis dans l'univers impitoyable de la célébrité enfantine hollywoodienne. Ce n'était pas une introduction en douceur. Sur un plateau de tournage, quand Nathalie ne pouvait pas pleurer sur commande, Maria a déchiré un papillon devant elle, forçant l'enfant à entrer dans un état de détresse authentique. Ça a fonctionné pour la caméra, mais c'était un moment cruel qui allait définir une grande partie de la relation de Nathalie avec sa carrière et sa mère. Malgré le chaos émotionnel, le talent naturel de Nathalie était indéniable. Elle était bien plus qu'un joli minois à l'écran. Elle possédait cette capacité rare de mélanger innocence et intensité émotionnelle profonde, ce qui la distinguait même parmi les nombreuses stars enfantines d'Hollywood. Sa percée est venue à l'âge de 8 ans, dans Le Miracle de la 34e rue, où elle jouait la petite fille intelligente et sceptique qui ne croyait pas à l'existence du Père Noël. Le rôle en a fait un nom connu de tous et a lancé une carrière qui allait s'étendre sur des décennies. Mais le public ne voyait que l'extérieur brillant et heureux. Peu savaient les longues heures sur les plateaux, la pression constante pour performer et l'équilibre épuisant entre éducation et célébrité. En grandissant, Nathalie s'est battue pour briser l'image de stars enfantines. Son moment déterminant est venu avec La Fureur de vivre, où elle jouait aux côtés de James Dean. Dans le rôle de Judy, l'adolescente troublée luttant contre la solitude et l'amour, Nathalie a livré une performance si brute et authentique qu'elle lui a valu une nomination aux Oscars à seulement 17 ans. Soudain, elle n'était plus une actrice enfantine, elle était une artiste sérieuse. Elle a suivi ce succès avec des rôles dans West Side Story, où elle incarnait Maria, la jeune portoricaine prise dans une histoire d'amour tragique, et Splendeur dans l'herbe, où elle jouait une jeune fille luttant contre le grey-œuf de cœur et la maladie mentale. Les deux rôles ont démontré son remarquable registre émotionnel et l'ont solidifiée comme l'une des étoiles les plus brillantes d'Hollywood. Pour le monde extérieur, Nathalie avait tout: le talent, la célébrité, la richesse et une histoire d'amour digne du grand écran. Sa romance avec l'acteur Robert Wagner faisait la une des journaux. Elle avait dit à sa mère quand elle était enfant qu'elle l'épouserait un jour, et elle l'a fait. Les deux sont devenus un des couples les plus glamour d'Hollywood, leur mariage célébré comme un conte de fées devenu réalité. Mais les apparences, comme souvent dans le monde de l'entertainment, étaient trompeuses. Derrière les caméras, la vie de Nathalie était étroitement contrôlée.
D'abord par sa mère, puis par les pressions du système des studios et plus tard par les expectatives de son image publique. Elle travaillait des horaires épuisants quand elle était enfant, parfois jusqu'à 12 heures par jour, 6 jours par semaine. Même après avoir gagné son indépendance d'adulte, elle se retrouvait coincée par les rôles qu'on lui proposait et la réputation qu'elle devait maintenir. Elle aspirait à la liberté créative et à l'espace personnel, mais Hollywood et les gens les plus proches d'elle ne lui accordaient rarement. L'un des faits les plus étranges et peu connus de la vie de Natalie Wood était sa peur profonde et paralysante de l'eau sombre. Ce n'était pas une simple anxiété. Enfant, sa mère lui avait raconté qu'une voyante avait prédit qu'elle mourrait noyée. Cette prophétie l'a hantée pour le reste de sa vie. Elle était terrifiée de l'eau ouverte, évitait la natation et n'a jamais appris à manier les bateaux avec confiance. Pourtant, le destin, ou peut-être quelque chose de plus sombre, allait la placer un jour sur un yacht, par mauvais temps, la nuit, dans les conditions mêmes qu'elle craignait le plus. Il a fallu plus de 40 ans, mais l'affaire de la mort de Natalie Wood vient d'être ébranlée jusqu'à son fondement. Durant l'année dernière, 2 nouveaux témoins oculaires se sont manifestés, et ce qu'ils affirment est choquant. Ils disent avoir entendu Natalie Wood crier à l'aide et être agressée la nuit où elle est disparue du yacht Splendor. L'une des voix les plus étonnantes appartient à un homme qui n'avait que 17 ans au moment de la mort de Natalie Wood. Il travaillait comme matelot à proximité et pendant des années, son témoignage a été ignoré ou rejeté. Mais maintenant, il parle. Selon sa déclaration, il se rappelle clairement d'avoir entendu une dispute violente à bord du Splendor, suivie de sons indéniables d'une femme criant de détresse. Il se rappelle avoir entendu quelqu'un supplier à l'aide, le bruit de choses renversées, puis un silence soudain et glaçant. S'ajoutant au poids de ces nouvelles affirmations, Marty Rulli, l'auteur d'investigations qui a dévoré des années à découvrir la vérité sur la mort de Natalie Wood, prépare un livre explosif intitulé « Natalie Wood and the Devil She Knew ». Elle soutient que les autorités disposent d'assez de nouveaux éléments pour justifier la réouverture du dossier et la convocation d'un grand jury enquêteur. Cela permettrait un examen juridique complet des éléments sous serment, avec le pouvoir de contraindre les témoignages, quelque chose qui n'est jamais vraiment arrivé dans cette affaire. Mais peut-être que la révélation la plus glaçante vient de Marilyn Wayne, une femme qui était ancrée sur un bateau voisin cette nuit-là. Marilyn affirme depuis longtemps avoir entendu les cris désespérés d'une femme à l'aide, une voix appelant plusieurs fois « Aidez-moi, quelqu'un, s'il vous plaît, aidez-moi, je me noie ». Ce qui rend le témoignage de Marilyn encore plus troublant, c'est que Natalie aurait prétendument dit quelque chose en privé. « Wagner va me tuer ». Si c'est vrai, ces mots suggèrent que Natalie vivait dans la peur, non seulement de l'eau, mais de l'homme avec qui elle était mariée. Comment est-il possible qu'après tout ce temps, Robert Wagner reste un homme libre? C'est l'une des questions centrales qui hantent l'affaire aujourd'hui. Wagner, autrefois adoré comme un séducteur hollywoodien, a été officiellement désigné comme personne d'intérêt par le département du shérif du comté du Los Angeles en février 2018. Pourtant, malgré cette désignation et la pression publique croissante, aucune accusation n'a jamais été portée contre lui. Il a constamment refusé de coopérer avec les enquêteurs, déclinant les entretiens et évitant les questions directes sur des moments clés de la nuit de la mort de Natalie. Dans n'importe quelle autre affaire, un suspect serait-il autorisé à rester aussi protégé, aussi intouchable? Les enquêteurs, dont le lieutenant John Corina, ont publiquement déclaré que la version des événements de Wagner ne correspond pas au témoignage d'autres témoins. Cette inconsistance est au cœur de la raison pour laquelle beaucoup pensent que l'enquête devrait être formellement réouverte. Il y a aussi la question du retard dans la réponse de recherche et de secours. La nuit où Natalie a disparu, les gardes-côtes n'en sont été informés que vers 3h30 du matin, plus de 4 heures après que quiconque l'ait vu la dernière fois. Roger Smith, le capitaine du bateau de secours qui a finalement récupéré le corps de Natalie, admit ensuite qu'il n'avait été appelé qu'à 5h11, plus de 6 heures après sa disparition. Ce retard énorme n'est pas un détail trivial. Dans un cas de noyade, chaque minute compte. Les chances de survie diminuent fortement après seulement quelques minutes dans l'eau froide. Pourquoi l'alarme a-t-elle été levée si tard? Et qui a pris la décision d'attendre? Ajoutant encore plus de complexité, les résultats physiques de l'autopsie de Natalie. À l'époque, son taux d'alcoolémie était mesuré à 0,14%, et elle avait également des traces de pilules contre le mal de mer et d'analgésiques dans son système. Ces substances ont probablement altéré sa coordination, rendant beaucoup plus difficile sa survie une fois dans l'eau.
Cependant, l'autopsie a également documenté plusieurs ecchymoses sur ses armes, ses jambes et son visage. Des blessures qui, selon certains experts médico-légaux, n'étaient pas consistantes avec une simple chute accidentelle. En 2012, le bureau du coroner de Los Angeles a mis à jour son certificat de décès pour indiquer la cause de décès comme noyade et autres facteurs indéterminés, reflétant la possibilité d'un acte criminel. Natalie Wood n'était qu'une petite fille lorsqu'elle a posé les yeux sur Robert Wagner pour la première fois. Elle n'avait que 10 ans quand elle a pointé du doigt une photo de lui et dit à sa mère qu'un jour elle l'épouserait. Pour beaucoup, cela ressemblait à un fantasme d'enfant. Mais quelques années plus tard, c'est devenu réalité. À 18 ans, Natalie a commencé à sortir avec Wagner et le 28 décembre 1957, ils se sont mariés lors d'une cérémonie glamour à Scottsdale, en Arizona. Les médias les adoraient. Ils étaient célébrés comme le couple doré d'Hollywood, deux belles étoiles talentueuses qui semblaient tout avoir. Mais dans les coulisses, des fissures se formaient déjà. Ce qui rendait le mariage de Natalie avec Wagner si captivant et si troublant, c'était l'énorme différence entre l'image publique et la réalité privée. Alors que la presse les dépeignait comme le couple parfait, des initiés ont rapporté que la relation était marquée par l'insécurité, le contrôle et le ressentiment. Wagner, bien que réussi à part entière, n'a jamais pu égaler le niveau de célébrité ou de reconnaissance de Natalie. Au début des années 1960, Natalie était de loin la plus grande star, avec des nominations aux Oscars, des rôles principaux et le respect de l'industrie. Wagner, quant à lui, était principalement considéré comme un acteur de télévision et un co-vedette occasionnel de films. Ce déséquilibre alimentait des tensions silencieuses entre eux. Des rumeurs circulaient selon lesquelles Wagner était jaloux non seulement du succès professionnel de Natalie, mais aussi de l'attention qu'elle recevait des autres hommes. Certains initiés d'Hollywood affirmaient que Wagner pouvait être possessif et contrôlant, surveillant Natalie de près et ressentant les acteurs masculins avec lesquels elle travaillait. Mais la rumeur la plus explosive, celle qui suscite encore le débat aujourd'hui, était que Natalie avait découvert Wagner avec un autre homme peu avant leur premier divorce. Selon certaines sources, Natalie aurait surpris un moment intime entre Wagner et un autre homme chez eux, une situation scandaleuse dans le climat conservateur d'Hollywood de 1962. Que les détails soient exactement tels que rapportés ou non, ce qui est clair, c'est que le couple s'est séparé en juin de cette année-là, et le 27 avril 1962, ils étaient officiellement divorcés. Après leur séparation, la vie amoureuse de Natalie est restée tumultueuse. Elle a eu une relation célèbre mais turbulente avec Warren Beatty, une liaison remplie de disputes intenses, de jalousie et d'épuisement émotionnel. Elle a ensuite épousé le producteur britannique Richard Gregson et ils ont eu une fille, Natasha, en 1970. Mais même ce mariage s'est effondré après seulement quelques années lorsque Natalie a découvert que Gregson avait une liaison avec sa secrétaire. C'était une trahison dévastatrice, mais peut-être a-t-elle préparé le terrain pour le chapitre le plus surprenant de la vie romantique de Natalie. En janvier 1972, près d'une décennie après leur divorce, Natalie et Robert Wagner se sont reconnectés. Les deux étaient à nouveau célibataires. Wagner avait divorcé de l'actrice Marion Marshall et Natalie s'était séparée de Gregson. Les amis et la famille étaient choqués de voir à quelle vitesse ils sont retombés dans les bras l'un de l'autre. Pourquoi Natalie est-elle retournée vers Wagner après tout ce qu'ils avaient traversé ? Certains proches d'elle pensaient qu'elle l'aimait toujours, qu'elle le voyait comme le seul homme qui comprenait vraiment son monde. D'autres pensaient qu'elle voulait retrouver le sentiment de sécurité et d'appartenance qu'elle avait autrefois ressenti avec lui. Mais il y avait aussi des théories plus sombres, que Natalie, après des années de chagrin et de relations ratées, retournait vers un partenaire familier, bien qu'imparfait, parce qu'elle ne faisait plus confiance au fait que le bonheur pouvait être trouvé ailleurs. Leur deuxième mariage était une affaire calme et intime, célébrée sur un yacht au large de Malibu le 16 juillet 1972. Contrairement à leur premier mariage étoilé, celui-ci était privé, personnel et, pour certains, étrangement symbolique. L'océan que Natalie avait craint toute sa vie est devenu le cadre d'un nouveau départ, ou peut-être un trap dangereux. De l'extérieur, leur réunion ressemblait à un conte de fer. Ils ont fusionné leurs familles. Wagner est devenu beau-père de Natasha et en 1974, ils ont eu une fille ensemble, Courtney. Pendant un moment, il semblait qu'ils avaient trouvé le bonheur qu'il leur manquait. Mais ceux qui étaient proches d'eux voyaient des signes que les mêmes vieux patrons refaisaient surface.
Les témoins du deuxième mariage de Nathalie et Wagner décrivaient une relation remplie de tensions et de contrôle. Des amis se souvenaient avoir vu la possessivité de Wagner ressurgir, surtout en ce qui concerne la carrière de Nathalie. Elle voulait toujours prendre des rôles difficiles, se pousser en tant qu'actrice, mais Wagner aurait voulu qu'elle ralentisse, que sa carrière se ralentisse et qu'elle se concentre davantage sur la vie familiale. Il y avait également des rapports que Wagner était mal à l'aise avec les amitiés et les relations de travail de Nathalie avec d'autres hommes, y compris ses covedettes masculins. Certains disaient que les disputes du couple pouvaient être bruyantes et émotionnelles, bien qu'il n'ait jamais été clair pour les étrangers à quel point ces conflits étaient graves. L'un des aspects les plus intrigants et profondément personnels de cette histoire vient de la fille de Nathalie, Natasha Gregson Wagner. Ces dernières années, Natasha a travaillé dur pour préserver le légat de sa mère en produisant un documentaire HBO intitulé « Natalie Wood, What Remains Behind ». Dans le documentaire, Natasha parle ouvertement de ses souvenirs de sa mère et de ses sentiments compliqués envers Robert Wagner, qui l'a aidé à élever après le départ de son père biologique. Natasha décrit Wagner comme un beau-père aimant et dévoué, quelqu'un qui était là pour elle pendant les moments les plus difficiles de sa vie. Mais même Natasha a reconnu qu'elle lutte pour réconcilier les deux côtés de Wagner, l'homme de famille attentionné qu'elle connaissait et l'homme hanté par les accusations d'implication dans la mort de sa mère. Comment donner un sens à ces contradictions ? Comment un homme peut-il être à la fois une figure paternelle dévouée et une personne d'intérêt dans l'un des mystères non résolus les plus durables d'Hollywood ? La vérité, comme toujours, peut être plus compliquée qu'elle n'apparaît au premier abord. Cela nous amène à une question glaçante. Le deuxième mariage de Nathalie était-il une véritable seconde chance ou était-il un retour dangereux à une relation remplie de tensions non résolues et de dangers occultes ? La réponse compte, car elle aide à choper la façon dont nous comprenons les événements de novembre 1981. Le 27 novembre 1981 devait être une escapade relaxante. Nathalie Wood, son mari Robert Wagner, sa covedette Christopher Walken et le capitaine du yacht Dennis Davern sont partis sur le Splendor, un bateau de luxe amarré à Catalane, une escapade paisible au large de la côte californienne. Mais à la fin du week-end, la fille dorée d'Hollywood serait morte, déclenchant un mystère qui dure depuis plus de 42 ans. Que s'est-il vraiment passé pendant ces dernières heures sur le yacht ? Pourquoi la chronologie officielle n'a jamais semblé correspondre à ce que les témoins entendaient et pourquoi les témoins entendaient-ils des choses que personne à bord ne voulait expliquer ? Le voyage du groupe à Catalane était censé être une pause décontractée pendant le tournage de Brainstorm, le film sur lequel Nathalie et Walken travaillaient ensemble. Mais dès le début, il y avait des signes de tension. Le temps était mauvais, avec des vents froids et des eaux agitées rendant la position du yacht près d'Avalon inconfortable. Wagner a décidé de déplacer le bateau vers Two Harbors, un endroit plus calme et isolé de l'île où il pourrait avoir plus d'intimité. Mais l'intimité, comme il s'est avéré, n'a fait qu'alimenter les conflits qui mijotaient déjà. Ce soir-là, les 4 sont allés à terre pour dîner au Doug's Harbor Reef, un restaurant local bien connu. Les rapports du personnel du restaurant et d'autres clients ont clairement indiqué que le groupe buvait beaucoup. Des bouteilles de champagne, du vin, des cocktails, suffisamment pour qu'au moment de partir, ils soient visiblement intoxiqués. Les témoins se souviennent de Wagner et Walken se disputant à table, leur discussion portant sur la carrière de Nathalie. Walken, connu pour être franc, aurait encouragé Nathalie à continuer de se concentrer sur son travail, à poursuivre de nouveaux projets et à maintenir son indépendance. Wagner, en revanche, semblait agacé par l'idée, voulant que Nathalie donne la priorité à leur mariage et à leur famille. Ce conflit les suivrait de retour sur le yacht, préparant le terrain pour ce qui allait suivre. Une fois de retour sur le Splendor, les disputes se seraient intensifiées. Dennis Davern, le capitaine du yacht, a déclaré plus tard aux enquêteurs et aux médias que la tension était épaisse, Wagner et Walken poursuivant leur discussion houleuse. Wagner, selon Davern, devenait de plus en plus jaloux, convaincu que l'intérêt de Walken pour Nathalie n'était pas purement professionnel. Wagner lui-même admettra plus tard qu'à un moment donné, il a pris une bouteille de vin et l'a brisée sur la table dans un accès de colère. Mais ce qui s'est passé après ce moment reste l'un des mystères centraux de l'affaire. C'est ici que la chronologie commence à s'effondrer.
Wagner affirme que Nathalie est allée se coucher tôt et que lorsqu'il est allé la vérifier plus tard, elle avait disparu. Mais selon Davern, il se passait plus de choses. Davern a déclaré que Wagner n'était pas seulement conscient que Nathalie avait disparu, mais qu'il a également délibérément retardé la levée de l'alarme. Davern affirme que Wagner lui a dit de ne pas allumer les projecteurs, de ne pas alerter les autres bateaux et de ne pas contacter les gardes-côtes tout de suite. Ce retard s'avérerait critique. Dans l'eau froide, le temps de survie peut se mesurer en minutes. Alors pourquoi y a-t-il eu un écart de plus de 4 heures entre le moment où Nathalie a été vue pour la dernière fois et le moment où les gardes-côtes ont été contactés ? Pendant ce temps, sur un bateau voisin, un couple nommé John Payne et Marilyn Wayne passait la nuit. Vers minuit, Marilyn a entendu quelque chose de terrifiant, la voix d'une femme criant de l'eau. La voix suppliait encore et encore « Aidez-moi, quelqu'un, s'il vous plaît, aidez-moi, je me noie !» Marilyn a réveillé John et ils ont écouté ensemble, essayant de localiser la source des cris. Puis ils ont entendu la voix d'un homme, calme, dédaigneuse, disant « D'accord, chérie !» Et puis les cris se sont arrêtés. Marilyn était tellement perturbée par ce qu'elle avait entendu qu'elle a essayé de contacter les autorités le lendemain, mais elle n'est jamais été appelée à témoigner. Pourquoi de tels rapports de témoins oculaires critiques ont-ils apparemment été ignorés ? Lorsque les gardes-côtes ont finalement été appelés vers 3h30 du matin, il était bien trop tard. Le corps de Nathalie a été découvert plusieurs heures plus tard, flottant à environ 1 mile du yacht. Elle portait une chemise de nuit en flanelle, une veste en duvet et des chaussettes. Son canot pneumatique, le petit bateau attaché au Splendor, a été retrouvé échoué à proximité. Les premiers rapports suggéraient que Nathalie avait dû essayer de sécuriser le canot, était tombée dans l'eau et s'était noyée. Mais cette explication soulevait des questions immédiates. Nathalie était célèbre pour sa terreur de l'eau sombre, elle détestait les bateaux. Les amis et la famille ont dit qu'elle ne serait jamais sortie seule à la nuit, surtout par mauvais temps. Et les cordes du canot pneumatique étaient retrouvées toujours attachées, suggérant que personne ne l'avait réellement détachée. Les résultats de l'autopsie ajoutèrent encore plus de mystère. Le taux d'alcoolémie de Nathalie était mesuré à 0,14%, bien au-dessus de la limite légale de conduite, et elle avait des traces de pilules contre le mal de cœur et d'analgésiques dans son système, ce qui aurait amplifié les effets de l'alcool. Mais plus préoccupantes étaient les blessures physiques, des ecchymoses sur ses bras, ses jambes et son visage, et une abrasion sur sa joue gauche. Les experts médico-légaux débattaient alors si ces blessures étaient consistantes avec une chute dans l'eau ou si elles suggéraient une lutte avant qu'elle passe par-dessus bord. Le coroner original, le docteur Thomas Noguchi, a régulièrement affirmé que la mort était une noyade accidentelle, mais il a admis plus tard qu'il y avait des questions non résolues. En 2012, le bureau du coroner a modifié la cause de décès en noyade et autres facteurs indéterminés, reflétant la possibilité que quelque chose de plus sinistre s'était passé. L'un des éléments les plus suspects reste le retard dans le signalement de la disparition de Nathalie. En droit maritime, un capitaine de bateau a le devoir d'assurer la sécurité de tous les passagers. Davern a régulièrement déclaré que Wagner l'avait empêché d'agir rapidement, lui disant que tout était sous contrôle et qu'il devait attendre. Wagner, pour sa part, a toujours nié tout acte répréhensible, insistant qu'il était en état de choc et que les événements de cette nuit étaient un accident tragique. Mais des critiques argumentent que le long retard a coûté la vie de Nathalie et qu'il a également donné convenablement au groupe le temps de mettre leurs histoires en accord avant l'arrivée des autorités. Une autre inconsistance clé tourne autour de l'heure à laquelle Nathalie a été vue pour la dernière fois. Wagner a donné des récits variés au fil des années, disant parfois qu'elle était au lit, suggérant parfois qu'elle était allée sur le pont. Walken est resté largement silencieux, bien que dans une rare interview, il ait une fois spéculé que Nathalie est allée ajuster le canot pneumatique, pensant qu'il cognait contre le yacht. Mais pourquoi une femme si profondément effrayée de l'eau ferait-elle une telle chose au milieu de la nuit, par mauvais temps et après avoir bu beaucoup ? Cette explication n'a jamais pleinement satisfait ni les enquêteurs ni le public. La rapidité avec laquelle l'affaire a été classée soulève également des préoccupations. Dans les quelques jours, le récit officiel était que la mort de Natalie Wood était un accident malheureux, un faux pas tragique qui a coûté la vie d'une des étoiles les plus brillantes de Hollywood. Mais à mesure que plus de détails ont fait surface, il est devenu clair que cette explication laissait trop de lacunes. Les témoins n'ont jamais été officiellement interrogés, les témoignages ont été négligés, et les personnes les plus proches de Nathalie ont été autorisées à s'en aller sans faire le moindre examen. En 2021, Lana Wood, la jeune sœur de Nathalie, a publié un livre qui a ébranlé la compréhension du public sur la vie de Nathalie Wood. Dans Little Sister, My Investigation into the Mysterious Death of Nathalie Wood, Lana a fait une révélation stupéfiante.
Nathalie lui avait confié qu'elle avait été agressée par l'un des hommes les plus puissants d'Hollywood, Kirk Douglas. Pour comprendre cela, nous devons revenir aux années 1950. Nathalie était une jeune star montante de 16 ans, soigneusement guidée et, certains diraient, contrôlée par sa mère, Maria. Maria était déterminée à pousser la carrière de Nathalie au plus haut niveau, croyant que des connexions puissantes étaient la clé pour faire de sa fille une véritable icône hollywoodienne. Selon Lana, Maria a organisé une rencontre entre Nathalie et Kirk Douglas, qui à cette époque était l'un des plus grands noms de l'industrie cinématographique. Douglas était connu pour son charme, son pouvoir de star et son influence. Pour Maria, présenter Nathalie à Douglas était une opportunité, un mouvement stratégique destiné à sécuriser de futurs rôles et ouvrir de nouvelles portes. Mais ce que Nathalie a vécu cette nuit-là n'était pas une percée de carrière excitante. Selon le récit de Lana, Nathalie est rentrée à la maison visiblement secouée, ses vêtements en désordre et sa voix urgente. Elle a tiré sa petite sœur à l'écart et a murmuré ces mots glaçants. « Il m'a fait du mal, Lana. » Pendant des années, Nathalie a porté le poids de cette expérience, n'en parlant presque à personne. Même alors que sa célébrité grandissait, même alors qu'elle devenait l'une des actrices les plus aimées d'Hollywood, elle gardait ce traumatisme enfoui profondément à l'intérieur. Pourquoi cette révélation est-elle si significative? Parce qu'elle tire le rideau sur les réalités plus sombres du vieil Hollywood, un système où les jeunes femmes, en particulier les jeunes actrices, étaient souvent traitées comme des marchandises, leur carrière et leur corps entrelacés dans une structure de pouvoir contrôlée par les hommes. Cela montre comment Nathalie, même au sommet de son succès, a été façonnée non seulement par le talent et l'ambition, mais par des expériences précoces d'exploitation et de préjudice. Et cela soulève des questions difficiles sur la façon dont ce traumatisme peut avoir influencé les décisions qu'elle a prises plus tard dans sa vie, compris ses relations, son sentiment de sécurité et ses schémas de confiance et de peur. On pourrait se demander pourquoi Nathalie n'a pas rendu public ce qui s'est passé. Eh bien, dans les années 1950 et 1960, les hommes puissants de l'industrie du divertissement étaient souvent protégés par les studios, les publicistes et les équipes juridiques qui travaillaient sans relâche pour protéger leur réputation. Les jeunes femmes qui parlaient risquaient d'être mises sur noirci, ridiculisées ou rejetées. Leur carrière pouvait être détruite en un instant si elles étaient considérées comme des fauteuses de troubles ou si elles défiaient les mauvaises personnes. Cette culture de protection ne s'appliquait pas seulement à Kirk Douglas. Producteurs, réalisateurs, agents, tous opéraient dans un cadre qui privilégiait la réputation et le profit plutôt que la sécurité et la justice. Et pour quelqu'un comme Nathalie, les expériences précoces de violation et de trahison pouvaient façonner la façon dont elle voyait les relations, comment elle comprenait le pouvoir et comment elle naviguait les eaux dangereuses de la célébrité. La vie personnelle de Nathalie était marquée par des relations compliquées et souvent douloureuses. Ses mariages, en particulier avec Robert Wagner, étaient remplis de passion, mais aussi de jalousie, de contrôle et de tensions rapportées. Les chercheurs en traumatologie décrivent souvent comment les schémas précoces d'abus peuvent rendre les gens plus vulnérables à des dynamiques malsaines ou contrôlantes plus tard. La vie de Nathalie semble refléter ce schéma. Une recherche d'amour et de sécurité qui la ramenait souvent dans des situations où le pouvoir était déséquilibré et ses propres besoins étaient mis de côté. Plus de 40 ans se sont écoulés depuis cette nuit tragique de novembre 1981. 40 ans de questions sans réponse, de témoignages ignorés et d'une justice qui semble être enterrée avec Natalie Wood elle-même. Mais aujourd'hui, grâce à de nouveaux témoins courageux, à des enquêteurs déterminés et à une sœur qui refuse de laisser la vérité mourir, l'affaire Natalie Wood est de retour sous les projecteurs. Et cette fois, le monde exige des réponses. Était-ce vraiment un accident? Ou est-ce qu'il y a eu quelque chose de bien plus sinistre cette nuit-là sur le Splendor? Les évidences s'accumulent, les inconsistances deviennent impossibles à ignorer. Et Robert Wagner, l'homme qui était censé protéger Nathalie, reste une personne d'intérêt qui n'a jamais eu à répondre pleinement de ses actes. La question n'est plus de savoir si la vérité émergera un jour, la question est quand la justice sera-t-elle enfin rendue? Natalie Wood mérite mieux que le silence, elle mérite que son histoire soit orale, elle mérite que la vérité éclate enfin au grand jour. Que pensez-vous de cette affaire? Croyez-vous que Robert Wagner devrait être poursuivi?
dites-le nous dans les commentaires. Si cette histoire vous a bouleversé autant que nous, likez cette vidéo, abonnez-vous à Les Célébrités du Monde et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos enquêtes sur les mystères les plus sombres d'Hollywood. Et cliquez sur la vidéo suivante pour découvrir un autre secret choquant qu'Hollywood a essayé d'enterrer pendant des décennies.